On est à peu près toutes et tous d'accord pour dire que quand on s'entraîne régulièrement, avec des objectifs de progrès et de performance, en trail par exemple, à un moment donné, on va arrêter de faire que du trail. Bon, déjà on va faire attention aux à côté du trail, comme la nutrition et le sommeil, mais même concernant l'entraînement lui-même, à un moment on va ajouter des entraînements ou remplacer certains entraînements par des pratiques qui ne sont pas du trail, comme de la musculation, du vélo, pourquoi pas du ski de fond ou du ski de rando, etc. Et je crois aussi que c'est à ce moment qu'on va commencer à s'intéresser aux pratiques que moi j'appelle les pratiques complémentaires. Alors pour moi, les pratiques complémentaires, c'est ce qu'on va mettre en place à côté des, entre guillemets, vrais entraînements, dans le but de meilleure récupération, de prévention des blessures, mais également dans un but de performance, en venant compléter ce qui se fait déjà dans les entraînements. C'est peut-être un peu moins central, c'est peut-être moins fatigant, ça demande peut-être moins d'énergie, bref, c'est complémentaire. Et dans les pratiques complémentaires, moi je range plein de choses. Utiles ou non, ça va dépendre de l'athlète, mais je mets par exemple les étirements, le gainage, la relaxation ou la méditation, ou encore le yoga par exemple. Et il y en a une autre de pratiques complémentaires qui occupe une place centrale, en tout cas pour des athlètes comme Tom Evans, Marjolaine Pierret ou encore Sam Laidlow. C'est la mobilité. Alors c'est une vraie boîte de Pandore la mobilité. On peut mettre vraiment plein de travail dans ce type d'entraînement et du coup, il va falloir réfléchir pour prendre les bonnes décisions. Déjà, il va falloir réfléchir à ce qu'on va travailler. Qu'est-ce que c'est nos besoins, nos forces, nos faiblesses? Où est-ce qu'on a des gains intéressants à aller chercher? Parce que si on travaille en mobilité une zone déjà mobile, on va peut-être pas tant progresser que ça. Et puis, il va y avoir aussi une question de moment à laquelle il va falloir répondre. Où est-ce que je place mes exercices de mobilité? Avant un entraînement, après, à distance, dans une séance dédiée? Et du coup, selon le moment, qu'est-ce que je mets vraiment comme travail dans ma séance? Bon, en fait, si on veut se pencher sur le travail de mobilité, il va falloir, comme souvent, se poser plein de questions avant pour ne pas faire n'importe quoi pendant et pour ne pas perdre son temps. Ce qui tombe bien, c'est que Thibaut Saliné, kiné de formation, et ses associés, ils ont passé des années à y réfléchir à toutes ces questions et à proposer des solutions les plus intelligentes possibles, solutions qui sont condensées dans une application GoWood. Cette application, d'abord, elle estime nos besoins selon notre pratique et avec des tests guidés à réaliser chez soi. Et ensuite, elle nous propose des exercices ciblés, personnalisés, en fonction du moment de pratique qu'on choisit et du temps disponible. Bon, pour mieux comprendre tout ça, pour mieux comprendre ce vaste univers qu'est la mobilité, je vous propose qu'on rembobine un peu et qu'on reparte de la base. Dans cet épisode, je vous propose mon échange avec Thibaut, où on va d'abord définir la mobilité, expliquer son importance, explorer et discuter la littérature scientifique disponible sur le sujet, et enfin, mettre tout ça en perspective avec ce que propose GoWood. Allez, place à l'épisode. Salut Thibaut, comment ça va? Ça va très bien et toi? Écoute, ça va super bien. Je suis très content que tu me reçoives et qu'on puisse réaliser cet épisode ensemble sur une thématique que j'ai encore jamais abordée dans le podcast et pourtant qui concerne une bonne quantité de sportifs. En tout cas, on va avoir le temps d'en parler, à savoir la mobilité. C'est quand même votre expertise. Avant qu'on rentre directement dans le cœur du sujet, etc. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et auditrices? Je suis Thibaut Saliné, j'ai 34 ans, je suis kiné du sport de formation. Je suis marié et j'ai développé une application qui s'appelle GoWood. T'es marié, t'es obligé de nous parler de tes 2 enfants. 2 enfants, Pilou et Basile. Donc, j'ai 2 chiens, un beagle et un berger australien de 2 ans et 6 ans. Et voilà, ce sont mes 2 enfants. La raison pour laquelle on se retrouve, c'est pas tant pour ton beagle et ton berger australien, mais c'est plus pour, du coup, la dernière partie de ta réponse. T'es le développeur de l'application GoWood. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que c'est GoWood? Donc, je suis kiné du sport de formation et dans mon cursus, j'ai pratiqué le CrossFit pendant plusieurs années. J'ai rencontré au CrossFit 2 personnes, Thomas Hérault qui est développeur et Romain Madjani, ostéopathe. J'ai été amené à travailler avec Romain en tant qu'ostéo. On a partagé beaucoup de patients en commun. Et de fil en aiguille, nous avons voulu développer une application qui permettrait à la fois de tester sa mobilité et de l'améliorer de manière hyper personnalisée. Alors tout d'abord dans la pratique du CrossFit parce que c'était notre sport du moment et aussi parce que nos patients, amis venaient de ce sport-là. Et donc on a développé cette application qu'on a lancée en 2018 et qui maintenant, depuis mars 2025, est ouverte à tous les sports, y compris les sports d'endurance. Dans le monde du trail, on en a parlé, mais il y a 2 trailers très connus qui sont accompagnés, ou au moins un qui a été très connu il n'y a pas très longtemps, Tom Evans, qui est accompagné par GoWood et qu'on voit régulièrement utiliser. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui mériteraient d'être mentionnées?
Alors, dans le trail, Tom, qui restera le plus connu, mais après, on a d'autres athlètes en endurance particulièrement. Donc, chez les hommes, on a Christian Blumenfeld, on a Sam Ledlow en triathlon. Mais chez les femmes, on a aussi Marjolaine Pierret, que l'on suit. Voilà. Et puis ensuite, on a énormément d'athlètes qui travaillent avec nous, que ce soit dans l'Irox, dans le CrossFit, dans l'haltérophilie, et maintenant de plus en plus dans d'autres sports qu'on n'a pas encore le droit de mentionner, mais voilà, qui arrivent. Une question juste que je me posais, moi, avant qu'on rentre aussi un peu dans l'application, ce que vous avez développé et qu'est-ce que c'est que la mobilité pour les sportifs, c'est quoi votre point de départ? C'est toi, en tant que kiné du sport, dans ta pratique, te dire, je vois plein de gens qui ont des problèmes de mobilité ou des blessures qui pourraient éventuellement être prévenues et il faudrait qu'on fasse quelque chose un peu large scale. C'est- Le point de départ, c'était principalement que tous les patients qui étaient donc des pratiquants et des sportifs venaient nous voir avec les mêmes problématiques. Première, ils étaient très souvent en surentraînement, peu importe le sport qu'ils pratiquaient. Et le deuxième, c'était j'ai un gros manque de mobilité, ça empêche ou ça réduit ma performance, ça m'engendre beaucoup de blessures, je ne sais pas quoi faire, je suis lâché dans la liberté, dans le monde sans savoir vraiment quoi faire, et donc il faut m'aider. Et donc, non seulement ils ne savaient pas le problème de départ, donc ils n'avaient pas en fait de bilan de départ, mais en plus de ça, même avec un bilan ou avec l'identification de leurs points faibles, ils ne savaient pas quoi mettre en place de manière, on va dire, quotidienne pour y remédier. Et donc, nous, on a voulu en fait faire ça, parce que le point de départ dans nos cabinets avec Romain, je ne l'ai pas mentionné, mais c'était de faire un bilan, bien évidemment, en tant que kiné ou ostéo, et de donner des exercices aux patients à faire à la maison pour qu'ils soient autonomes. Le but, c'est pas de les garder au cabinet pendant 6 mois. Et donc, c'est qu'ils puissent le faire eux-mêmes. Mais pour pouvoir, à la fois avoir une certaine variance dans les exercices, il faut donner beaucoup d'exercices. Et pour être sûr qu'ils puissent les faire correctement, il fallait à chaque fois les prendre en vidéo avec leur propre téléphone pour être sûr qu'à la maison, ils puissent le faire correctement, faire évoluer aussi ces protocoles-là en fonction de leur progrès et donner des exercices qui étaient adaptés à leur niveau du moment de mobilité. Et donc, on a voulu digitaliser ça pour être sûr de pouvoir aider le maximum de monde parce que on voyait bien trop de personnes dans les salles qui prenaient un rouleau de massage, se massaient le mollet un peu aléatoirement en disant j'ai fait quelque chose aujourd'hui, mais c'était en fait pas du tout la source du problème pour eux. Ce que tu viens de dire, ça amène directement à la question numéro 1, qui est presque une des questions que je pose à tous mes invités, quelle que soit la thématique, pour juste qu'on soit sûr de quoi est-ce qu'on discute par la suite. C'est quoi la mobilité? Et je t'avoue que moi, je sais pas forcément bien la définir. Tu viens de dire, je prends un rouleau de massage, je me masse. Bon, je vais peut-être gagner un peu en amplitude de mouvement. Est-ce que c'est ça de la mobilité? Est-ce que c'est de la force? Est-ce que c'est de la souplesse? Alors, C'est quoi la mobilité, elle est on va dire en concurrence avec la souplesse, donc on les oppose régulièrement, et à juste titre. La mobilité, c'est l'amplitude de mouvement que l'on va être capable d'avoir sous tension musculaire, c'est-à-dire en étant capable de générer de la force activement. Au contraire, la souplesse, la flexibilité, ça va être l'amplitude de mouvement que l'on va pouvoir atteindre de manière passive. Donc, typiquement, si, Cyril, je te prends dans la position dans laquelle tu es, c'est-à-dire assis, je prends ton bras, je te demande d'être complètement relâché et je lève ton bras au-dessus de la tête, ça, c'est de la souplesse ou de la flexibilité. Toi, tu n'as rien fait, c'est moi qui ai levé ton bras. Si jamais je te demande activement de lever ton bras au-dessus de la tête, ça, c'est de la mobilité. Et très fréquemment, ta mobilité va être, ton amplitude de mouvement actif va être inférieure à ton amplitude de mouvement passif. Quelqu'un qui est mobile est obligatoirement souple. Quelqu'un qui est souple n'est pas forcément mobile. Petite parenthèse avant qu'on continue. Je vous propose qu'on recoupe 2 secondes ce que Thibaut vient de nous expliquer avec la littérature, parce que moi, je trouve ça super intéressant. Quand on regarde les études sur le sujet, la définition que Thibaut nous donne, c'est exactement ce qu'on retrouve dans la science. Et c'est important, parce que la mobilité, elle a longtemps été un terme un peu fourre-tout, utilisé un peu à toutes les sauces dans le monde du sport. Aujourd'hui, quand on regarde les définitions qui font consensus, notamment la définition qu'on trouve dans une revue systématique publiée dans le Journal of Sport Science par Skopal et ses collègues en 2024, je vous propose cette définition parce qu'en fait, c'est toujours super qualitatif une revue de littérature, donc j'ai confiance dans leurs propositions. Et selon eux, la mobilité, c'est la capacité à se mouvoir ou à mouvoir une articulation, un membre, librement, facilement et efficacement à travers l'amplitude requise par exemple par une pratique. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette définition, c'est qu'elle intègre explicitement 3 ingrédients.
la flexibilité ou la souplesse, mais aussi la force à certains angles et le contrôle moteur. Donc la mobilité, c'est pas juste être assez souple pour se mettre dans une position, mais c'est une capacité active à atteindre des angles articulaires et à y avoir de la force. Alors je vous cite cette revue de littérature, mais c'est également ce que soulignent Sands et McNeil dès 2013. D'ailleurs, je crois que c'est un des premiers papiers à clarifier cette ambiguïté autour de la mobilité. Et cette définition, elle est aussi reprise dans la revue de Moulton et collaborateurs en 2020. Pour les citer, la mobilité, selon eux, est une capacité active et non pas une propriété passive des tissus. Ça, c'est exactement la distinction que Thibaut vient de faire et c'est vraiment important. La souplesse, c'est ce que mon corps tolère quand quelqu'un d'autre, ou la gravité fait le travail à ma place. La mobilité, c'est ce que je suis capable de produire moi-même en gardant le contrôle sur mon mouvement. D'où cette phrase qui résume bien les choses, quelqu'un de mobile est forcément souple, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Bon, fin de la parenthèse, on retourne à mon échange avec Thibaut. Donc, mobilité, pour être sûr que d'avoir compris et pour éventuellement raccrocher les auditeurs si jamais ça n'a pas été clair. Souplesse, je peux atteindre n'importe quel degré de la façon que je veux, par exemple de manière forcée. Quelqu'un peut passivement, quelqu'un peut me forcer, une position peut me forcer. La gravité peut m'aider à le faire. L'exemple du grand écart ou de se pencher en avant. Et par contre, mobilité, c'est moi qui dois... faut que moi, je sois capable de réaliser le mouvement jusqu'à cet angle articulaire sans que, par exemple, la gravité m'aide activement. Dans mon amplitude maximale, je suis capable encore de générer de la tension musculaire et de la force pour avoir du contrôle. Pour un sportif d'endurance, parce que c'est principalement ces auditeurs-là qui nous écoutent, et peut-être même une majorité de trailers, mais il n'y a pas que des trailers qui nous écoutent. Je pense que quand je vais parler un peu de sportifs d'endurance, on va parler du trailer, du coureur à pied, du cycliste et du triathlète qui fait un peu tout ça. Mais c'est un peu ce genre de public qui nous écoute. À quoi ça sert en fait la mobilité ? Qu'est-ce que ça m'apporte de pouvoir, par exemple, bouger ma jambe ou bouger mes hanches ? Je vais parler des hanches parce que j'ai fait le test et je pensais être quelqu'un de mobile et je ne le suis pas forcément. On en reparlera après. À quoi ça sert ? C'est quoi l'intérêt d'être un sportif avec de la bonne mobilité ? Alors déjà, selon le sport que l'on pratique, ce que l'on demande, ce n'est pas d'être une danseuse étoile, ce n'est pas d'être l'ultra-mobilité, voilà. À moins qu'on soit danseuse étoile. À moins qu'on soit danseuse étoile pour le coup, voilà. Mais sinon, on va avoir une mobilité qui est nécessaire en fonction du sport et des demandes de son quotidien. Dans le cadre de l'endurance, mais dans le cadre de tous les sports, l'intérêt de la mobilité, ça va être sur 3 points. Le premier, c'est l'amélioration de la performance. Le deuxième point, c'est la prévention des blessures. Et la troisième, c'est la récupération. On va pouvoir avoir une amélioration de ces 3 points. Le premier, donc la performance, simplement parce que vous allez avoir en fait un meilleur transfert de la force. Donc, si vous avez un mouvement qui est restreint et que votre corps vous doit, dans un premier lieu, lutter contre lui-même avant de lutter contre les forces extérieures, du dénivelé, peu importe, une charge, vous allez dépenser beaucoup d'énergie contre vous-même avant l'autre. Et donc, au bout d'un moment, cette énergie s'accumule, vous la perdez et vous perdez de la performance. Ça, c'est la première chose. On prend souvent un exemple pour parler de la mobilité, c'est une voiture sur laquelle on aurait une roue voilée et le frein à main légèrement tiré. Voilà. À consommation d'essence égale, la voiture qui a pas de frein à main et les roues bien droites, elle va bien évidemment aller plus loin et plus longtemps. Et si elle a la roue voilée, au bout d'un moment, elle va sûrement se prendre une rambarde, ce qui est l'équivalent de la blessure chez nous. Donc ça arrive au point numéro 2, qui est la blessure. Quand on n'est pas mobile, le corps a une force, c'est de réaliser le mouvement que vous lui avez demandé quand même. Il va trouver le moyen. Il va mettre en place des compensations pour réussir à faire le mouvement que vous lui demandez. Quand on prend le trail, on arrive, je suis en train de penser à une descente avec des impacts, avec de la vitesse, avec votre poids de corps qui est démultiplié en fait avec la vitesse. Votre corps va devoir subir cet impact. Soit il est capable, parce que vous êtes mobile, d'accepter complètement la contrainte, de la prendre au bon endroit, soit il n'est pas capable et il va renvoyer cette force dans un autre endroit qu'il n'est pas fait pour justement accepter la contrainte. Généralement, ça va générer une blessure. En tout cas, ça va générer des blessures avec de la répétition, bien évidemment. Et en dernier lieu, vous avez la récupération. Et la récupération, elle va avoir surtout un attrait sur le fait de être capable de remettre plus d'intensité, enchaîner des séances pour mettre soit plus de volume ou en tout cas plus de volume safe sur sa semaine et donc plus performer. Les 3 points qui se cumulent font que plus de performance le jour J, moins de blessures, plus de récupération, font qu'on va être capable de mettre plus de régularité dans son entraînement, éviter toutes sortes d'arrêts brutaux
ou tolérer parce qu'en ce moment, il y a une petite douleur par-ci, par-là qui arrive. On est obligé de réduire la voilure. Et donc, ces cassures dans son plan d'entraînement vont réduire en fait, la performance le jour J. Tout à l'heure, en off, on a discuté de quelque chose sur lequel tu viens de revenir là à l'instant et qui m'intéressait. Tu disais aussi qu'il y avait un moment où, de par le manque de mobilité, certains maillons de la chaîne peuvent prendre plus que d'autres. Un exemple que tu avais donné, c'est justement moi avec ma mobilité de hanche qui est un petit peu limitée. Ça veut dire que le genou qui est bloqué entre la hanche et la cheville, si la cheville elle est bloquée à cause du sol et que ma hanche elle est bloquée parce qu'elle n'est pas très mobile, mon genou qui est au milieu, c'est un peu lui qui va prendre. C'est un peu ça que tu disais là, par exemple, dans ton effet des descentes sur la foulée ou quoi? Voilà, exactement. En général, si vous avez une zone qui est touchée, la blessure ne va peut-être pas arriver sur cette zone en question, ça peut, mais ça peut remonter au-dessus ou en dessous. Donc, si on prend une hanche extrêmement verrouillée, le bas du dos peut prendre en fait beaucoup d'impact, et donc c'est là qu'en fait on va déclencher une blessure. Le genou, qui chez le coureur à pied, que ce soit dans le trail ou la course sur route, est le problème numéro 1. Donc, c'est généralement dans les pathologies de tête, on a les périostites en premier, mais en deuxième, on a les douleurs fémoro-patellaires, donc au niveau de la rotule. Et le genou, lui, on ne peut pas être pas mobile du genou. Soit c'est chirurgical, et dans ce cas, on est limité à cause de ça. Mais sinon, un genou, c'est censé fonctionner encore plus dans des amplitudes sur de la course à pied qui sont assez limitées en soi. Mais par contre, il va subir les contraintes du sol, de la cheville et de la hanche, puisqu'il est bloqué entre tout ça. Et donc, en fait, s'il y a une ou des restrictions sur la cheville et sur la hanche, c'est lui qui va subir. Donc, Ce que Thibaut vient de décrire là, c'est en fait une logique en chaîne. Une articulation qui manque de mobilité, du coup, c'est l'articulation d'à côté qui va prendre. Par exemple, une hanche peu mobile va se répercuter sur le bas du dos. Une cheville rigide peut se répercuter sur le genou ou inversement, etc. D'ailleurs, on vient de parler du genou avec Thibaut. Si on en croit les énormes revues de littérature de Francis Seal en 2014 ou de Kakuri Seal en 2021, le genou, c'est l'articulation la plus blessée chez les coureurs et les coureuses, avec entre 25 et 30% des blessures qui y sont localisées. Donc c'est pas rien non plus. Bon, mais en préparant cette interview, je me suis posé une question qui peut paraître contre-intuitive, mais qui me trottait en tête. Ok, on entend souvent que les coureurs et les coureuses sont raides. C'est même un peu un cliché. Mais ma question à ce sujet, elle vient un peu en amont ou en aval. Est-ce que c'est vraiment grave d'être raide en fait quand on court? Est-ce que c'est vraiment un problème? Parce que ça peut sembler paradoxal, mais quand on regarde un peu la littérature en sciences du sport, on a pu voir passer d'ailleurs ces dernières années des études qui montrent qu'être raide, donc être peu mobile, par exemple au niveau du mollet ou du tendon d'Achille, c'est pas forcément négatif. Régulièrement, de la raideur dans ces zones est même associée à de meilleures performances en course à pied, surtout grâce à une meilleure économie de course. Autrement dit, à dépenses énergétiques égales, un coureur peu mobile, raide au niveau de la cheville, peut courir plus vite, car il consommera moins d'oxygène grâce à un tendon raide qui restitue fortement l'énergie élastique accumulée. Ce genre de relation, elle n'est pas isolée dans la littérature. Elle est par exemple bien synthétisée dans la revue de littérature toute récente, signée de Masson et ses collègues, qui est parue en 2026. Les auteurs, ils ont compilé de nombreuses études qui se sont intéressées à la raideur à différentes échelles, depuis la raideur du tissu musculaire jusqu'à la raideur globale du système, jambes, pendant la course. Et ce qui ressort, c'est que les coureurs les plus économiques sont en général les plus raides, notamment au niveau du tendon d'Achille. Il y a plusieurs études qui le montrent sur des coureurs entraînés, avec des corrélations parfois assez fortes entre raideur du tendon et économie de course. L'explication mécanique, c'est qu'un tendon raide, ça se comporte comme un bon ressort. Ça stocke l'énergie élastique à l'impact et ça la restitue à la propulsion. À l'inverse, un tendon trop souple, ça absorbe l'énergie, mais ça la restitue moins efficacement. Vous perdez de l'effet ressort. Alors là, vous voyez où je veux en venir en fait avec ma question. Si on me dit il faut faire de la mobilité, mais que par ailleurs la science me dit être raide, c'est plutôt bon pour ta performance, on fait quoi? Est-ce qu'en tant que coureur, j'ai vraiment besoin de bosser ma mobilité? Ou est-ce qu'au contraire, si je suis raide, je gagne un peu en économie de mouvement et donc je suis meilleur? Bon, j'ai posé la question à Thibaut. Eh bien, en fait, dans la question, il y avait la réponse, c'est-à-dire tu as utilisé le mot souple, donc souplesse, et en effet, si on est trop souple, on perd l'effet ressort. On perd typiquement sur un mollet, donc on perd l'effet naturel ressort qui va vous permettre en fait de vous propulser. Donc, il y a en fait une mobilité adéquate à la pratique que l'on va faire. Typiquement, si vous êtes haltérophile, vous allez nécessiter une immense mobilité au niveau des hanches pour mettre une barre au-dessus de la tête. Ce n'est pas le cas dans le trail, donc on ne va pas vous demander cette amplitude-là. Et donc, le but, ça va être d'identifier le sport que vous faites, les restrictions que vous avez, et de voir si ces restrictions sont limitantes dans le sport que vous faites.
Potentiellement, en fait, non, d'ailleurs. Donc, avoir une amplitude de cheville suffisante pour encaisser les chocs du trail. L'amplitude de cheville du trailer doit être supérieure en termes d'amplitude et de mobilité à celle du coureur à pied sur route, puisque les demandes du trail vont être bien supérieures, encore plus du fait de l'instabilité du terrain, mais du fait du caillou que vous ne pouvez pas anticiper à cette vitesse-là et qui va vous demander d'aller accepter les 10 degrés supplémentaires de flexion de cheville à être capable à encaisser, c'est-à-dire sous tension musculaire, sous mobilité. J'y pensais pas de là pendant ta réponse, mais le test que j'ai fait de souplesse de cheville, donc c'est un des tests où je m'en suis vraiment bien sorti, donc j'étais content. Ça fait penser, je pense que ça change par exemple ne serait-ce que ta fréquence de pas, parce que si t'es pas capable d'aller chercher certains angles articulaires donc de fermeture de cheville, pour les personnes qui nous écoutent là, un angle fermé, c'est quand le tibia il va se rapprocher du dessus du pied. En gros, c'est une flexion dorsale, donc on ferme la cheville. Quelqu'un dans des pentes raides ou des choses comme ça, tu peux te retrouver plus gêné ou avec besoin de mettre plus en tension ton tendon d'Achille parce que tu vas te mettre sur la pointe des pieds, alors que moi, je pourrais monter pied plat. Exactement. Non, mais c'est l'exemple. Ça te fait changer ta foulée, quoi. C'est exactement. Donc, l'exemple typique, ça va être ça. Ça va être la longueur de la foulée, à quel point tu vas être capable de passer au-dessus de ton pied qui est au sol. Donc, tu vas réduire ça. Mais en plus de ça, potentiellement, imaginons une montée, donc en trail, très plat, très lisse, avec aucun caillou, rocher, marche sur lequel tu peux t'appuyer pour poser ton talon. Tu as tout le poids en fait qui va venir et toute la tension qui se met au niveau du mollet. Eh bien, cette tension, si elle n'est pas capable d'être acceptée par la cheville, la tension qui va remonter dans toute la chaîne postérieure va créer des tensions dans les ischio-jambiers, dans le bas du dos, parce que c'est une chaîne. Voilà. Et donc, vous allez en fait utiliser d'autres muscles qui n'étaient pas censés marcher à ce point-là pour réaliser ce que vous vouliez faire. Et j'y pensais, j'avais vu une étude qui montrait que les foulées en ultra, toutes se changeaient dans la même direction, savoir qu'elles se raccourcissaient, la fréquence augmentait, etc. Et une des hypothèses qu'ils faisaient, c'était une perte de mobilité à cause de la fatigue, parce que c'est des angles articulaires qui sont difficiles ou générer de la force. Je sais pas si mon hypothèse, là, elle va être pas un peu trop tirée par les cheveux, mais je me dis que peut-être si j'en ai plus à la base, ma foulée va être moins impactée que si en plus de base, j'ai très peu de mobilité, ma foulée va encore plus se dégrader. Ça semblerait être la logique. J'ai pas de data dessus, mais ça semblerait être plutôt logique jusqu'à, je pense, une certaine limite. C'est-à-dire que si, par contre, on est, désolé pour l'expression, mais un chamallow au départ, peut-être que du coup, on perd tellement l'effet rebond qu'en fait, on est en déficit au départ. Toujours cette différence entre souplesse et mobilité, encore dans ta réponse. Et donc, ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, il y a une zone optimale, un espèce de U inversé entre là, j'ai assez de mobilité et là, peut-être, j'en ai même presque trop. Est-ce que déjà, ce que j'imagine, c'est correct? Et est-ce que là, GoWood, en rentrant un peu dans les fonctionnalités de l'application, ça permet de détecter ça en fonction des sports? Exactement. En fait, nous, on sépare le test de mobilité qui est donc une note sur 100 global, mais aussi par articulation. Donc, on va tester par exemple la rotation interne d'épaule, la rotation externe d'épaule. Vous allez avoir une note par côté, etc. Donc là, c'est note sur 100. Ensuite, on va analyser votre façon de bouger, votre capacité à bouger dans l'espace, et on va vous donner une note pour le sport que vous pratiquez, ou les sports que vous pratiquez. Et ces notes-là, elles varient en fonction des sports. C'est-à-dire à test égal, à humain égal, un score dans le trail va être différent de celui de la course à pied, qui va être différent du golfeur. L'exemple, je prends le golf volontairement, ou le tennis, ça parle à tout le monde, le tennisman va avoir besoin d'amplitudes de rotation qui vont être extrêmement élevées, qui ne vont pas être le cas chez le coureur à pied. Voilà, on est dans un axe très précis, il y a très peu besoin de rotation. Généralement, le golfeur va avoir une meilleure amplitude en rotation qu'il va venir tester, il va avoir un meilleur score si on ne prend pas en compte le sport qu'il fait. Juste globalement, sur 100, il va avoir un meilleur score. Voilà. Par contre, peut-être que dans son sport, 40 degrés de rotation droite, c'est l'équivalent d'une notation à 3 sur 10, alors que 40% de rotation droite chez un coureur, c'est parfait. Okay. C'est largement ce qu'on a. Et en fait, c'est ça qui est important, et c'est ça qu'on fait dans l'app d'ailleurs, c'est de séparer, de personnaliser et d'individualiser le bilan que l'on fait pour ensuite donner les bons exercices pour le bon sport. Du coup, je suis en train de me rendre compte de quelque chose avec la question, avec ta réponse. Moi, mon sport principal, quand j'ai commencé à utiliser l'app, j'ai renseigné sport principal course à pied, enfin trail. Margot, elle a fait le test avec moi, elle a renseigné sport principal trail. Ça veut dire que elle et moi, on a eu le même test, mais que si elle avait renseigné golf, elle aurait peut-être pas eu le même test. Elle aurait eu le même test, mais elle n'aurait pas eu les mêmes
niveau de mobilité pour le golf. Et d'ailleurs, tu peux le faire toi-même. Il suffit juste, tu vas aller dans l'app et tu dis, en fait, finalement, je t'ai menti, je fais plus du trail, je fais du golf, du tennis. Et tu vas voir que ta note pour ces sports-là, elle est différente de celle du trail. Ok, d'accord. Donc, je vais lancer golf et mieux. Donc, Tout à fait. Non, ok, du coup, j'avais pas réalisé ça, j'avais pas réalisé que les notations dans l'application étaient sport dépendantes, mais comme c'est parce que Margot et moi, on a utilisé la même notation. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a des contraintes de mobilité en fonction de ton sport. Un cycliste n'a pas les mêmes besoins qu'un trailer, n'a pas les mêmes besoins qu'un golfeur, etc. Si je prends ton exemple, imaginons que tu passes un mois à bosser à fond sur tes épaules. Je connais pas le niveau de tes épaules, mais imaginons que tu passes de 60% sur tes épaules globalement à 100%. Super progression, bravo. Ton score dans le trail va être très peu impacté. Pourquoi ? Parce que dans notre calcul de combien de mobilité tu as besoin au niveau des membres supérieurs pour la pratique du trail, elle est bien évidemment plus limitée que celle de tes membres inférieurs. A contrario, si tu prends 40% sur tes hanches, ton score de trail va exploser. Voilà. En t'entendant là, il y a juste une question que je me pose, c'est comment vous les avez décidés, ces tests ou ces scores ? Alors, on reparlera un peu plus de l'application après, mais là déjà, tu viens quand même de dire que par exemple, moi et Margot, si on avait mis des sports différents, on n'aurait pas eu les mêmes scores. Qu'est-ce qui vous a permis de dire que tel degré de rotation de bassin, c'était bien pour un trailer et c'était pas bien pour un golfman, par exemple ? Typiquement, on a analysé biomécaniquement chaque sport. Donc, on a pris les besoins d'un trailer. On a regardé comment se comportait un trailer de tout niveau, pour le coup. On a la chance de travailler avec des personnes comme Tom qui viennent nous amener leur expertise, leur expérience. Mais les athlètes de très, très, très haut niveau sont parfois pas les meilleurs exemples. Et donc, en fait, on va aller définir l'amplitude de cheville qui est nécessaire en flexion chez le trailer. Elle est je vais sortir un chiffre au hasard là parce que j'ai pas de tête, mais elle est de 43 degrés. À partir du moment où la personne est à 43 degrés, on considère que ça ne sert à rien d'aller plus loin que 43 degrés, et donc on va mettre une notation à 100. Et ensuite, on vient en arrière et on dit à partir de quel degré d'amplitude on considère que c'est OK, donc optimal, OK, passable, dangereux, vraiment dangereux. Et en fait, on vient définir pour chaque articulation, dans chaque amplitude, pour chaque sport, cela. À la fin de cela vient une notation. Donc là, pour le coup, je le garde secret celui-là parce qu'il y a un algo derrière. Mais en fait, c'est comme ça qu'on fait le calcul. Et du coup, c'était plus venu expertise kiné de ta formation et de celle de tes collaborateurs, ou c'est des choses qu'on peut trouver dans la littérature qui sont un peu établies, ou un croisement des deux ? Et c'est un croisement des deux. Et alors pour le coup, pour le trail, à la base, ce n'est pas moi qui l'ai fait, celui-là, puisque ce n'est pas mon domaine de prédilection. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est que pour être capable de couvrir les 50 sports que l'on couvre actuellement, on a été s'entourer de personnes qui, eux, étaient des experts et qui avaient des années d'expérience dans les sports en question. Donc, typiquement, le trail, c'était un bon exemple, mais on a aussi dans le tennis ou dans le golf, quelqu'un qui nous a aidés sur ces sujets-là, dans les sports de combat, quelqu'un d'autre. Voilà, parce qu'il nous fallait quelqu'un qui, à la fois, connaissait biomécaniquement le sport, mais aussi avait du vécu réel sur lui-même, c'est-à-dire qu'il l'a pratiqué et il a eu des centaines et des centaines de patients dans ses mains, parce qu'il y a le terrain qui compte beaucoup aussi là-dessus. Voilà. Ce que Thibaut vient de dire sur le terrain et le fait d'avoir collaboré avec des personnes qui ont travaillé avec des athlètes de différents sports, c'est super important, je pense. Parce que ces kinés, ils ont une expertise réelle avec des sportives et des sportifs de pratiques différentes. Et c'est une expertise précieuse dans certaines décisions sur l'application GoWood, par exemple. Et d'ailleurs, puisqu'on parle des kinés, ça me mène à un point central sur la mobilité qu'on n'a pas encore discuté, la question des blessures. Parce que quand on parle mobilité, on parle souvent performance, ok, mais il y a aussi la question de la prévention des blessures. Et là-dessus, la littérature scientifique, elle a des choses assez intéressantes à nous apporter, mais elle est encore un petit peu mitigée selon moi. Précisément, j'ai 3 exemples en tête qui méritent qu'on s'y arrête avant de continuer avec Thibaut. Tout d'abord, on a laissé contrôler randomiser sur 325 coureurs et coureuses de l'Épanénéal en 2024. Les chercheurs ont suivi ces personnes pendant 24 semaines et ils ont comparé 3 groupes. Un groupe qui faisait des exercices de mobilité sur les hanches et le tronc, un deuxième groupe qui faisait des exercices sur la cheville et le pied, et un troisième groupe, contrôle, qui faisait simplement des étirements statiques avant de courir. Les résultats montrent que le groupe mobilité hanche et tronc a vu sa prévalence de blessures de surutilisation, donc par exemple des tendinopathies, diminuer de 39% par rapport au groupe étirement. Et quand on regarde les blessures sévères, celles qui empêchent vraiment de courir, on est sur une réduction de 52%. Moi, je trouve ça énorme. En revanche, le groupe qui travaillait uniquement la cheville et le pied n'a pas vu de bénéfices significatifs et a même eu un peu plus de blessures musculaires aiguës. Donc dans cette étude, ce qui est important à retenir, c'est qu'on parle bien d'une efficacité, d'un travail de mobilité active avec
du renforcement, du contrôle neuromusculaire, des élastiques, etc. Et donc pas juste des étirements passifs. Ensuite, on a l'essai contrôlé randomisé de Naderi et collaborateurs en 2025 avec 304 coureurs et coureuses de niveau récréatif qui ont été suivis pendant 9 mois. L'approche, elle est un petit peu différente parce que cette fois, c'était pas un programme, par exemple, uniquement mobilité, mais un programme qu'ils ont appelé multicomposant. Donc, au lieu de cibler une seule pratique et une seule zone du corps, ils ont combiné plusieurs choses en même temps, du renforcement, de la stabilité du tronc, des étirements, du contrôle neuromusculaire, et tout ça, c'était délivré en ligne avec une plateforme numérique. Donc, ok, il y avait de la mobilité dans l'intervention, mais pas que. Et les résultats, ils montrent que le groupe qui suivait le programme avait eu un taux de blessure global réduit de 47% par rapport au groupe contrôle. Et là encore, pour les blessures graves qui empêchent de courir, on était sur une réduction de 54%. Et comme dans l'étude de Lepanen, c'est principalement sur les blessures de surutilisation que l'effet était le plus marqué. Moi, ce que je trouve aussi intéressant dans cette étude, c'est le côté pratique. Les exercices, ils étaient faits à la maison, 2 à 4 fois par semaine, entre 15 et 30 minutes par séance. Donc, on est sur quelque chose qui est réaliste à intégrer dans une vie normale de coureurs et coureuses amateurs qui jonglent avec l'entraînement, ok, mais également le travail, la famille et le reste. Et enfin, dernier exemple qui vient un peu nuancer le tableau, je pense, c'est la méta-analyse de Wu et al. En 2025. Les auteurs, ils ont compilé 9 études randomisées contrôlées sur environ 1900 coureurs et coureuses d'endurance au total, donc c'est une grosse étude. Et leur conclusion principale, c'est que quand on met toutes les études ensemble, il n'y a pas vraiment d'effet significatif des programmes d'exercice type mobilité sur le risque de blessure. Par contre, là où ça devient intéressant, et comme c'est souvent le cas avec les méta-analyses, c'est dans les analyses de sous-groupes. Quand ils ont regardé uniquement des études où le programme était supervisé, donc encadré, par exemple par un professionnel, là on retrouve un effet protecteur significatif du programme lui-même sur les blessures. Donc ce qui fait la différence, c'est peut-être pas tellement le contenu du programme, mais le fait qu'il soit fait correctement, régulièrement et qu'il soit éventuellement guidé. En gros, ce que cette méta-analyse nous dit, c'est qu'un programme de mobilité ou de renforcement, ça peut fonctionner pour prévenir les blessures, mais à condition de vraiment le faire. Et ça rejoint d'ailleurs une tendance non significative qui était déjà observée dans l'étude de Naderi. Bon, donc voilà le contexte scientifique. Du coup, j'avais envie de poser la question à Thibaut, qui la connaît, cette littérature. Selon lui, quel est le rôle de la mobilité dans la prévention des blessures? Et surtout, qu'est-ce que c'est qu'un bon programme de mobilité pour prévenir les blessures? Alors, la première chose, c'est que sur les études là qu'on cite, et aujourd'hui, c'est là qu'on veut apporter quelque chose et notre pierre à l'édifice. Ces études, elles sont par exemple basées sur très souvent des sports collectifs, sur des cohortes de 15, 30, 50 personnes qui suivent un protocole précis qui a été défini. Alors, comment il a été défini? C'est souvent soit par les études qui précédaient, soit par une innovation qu'on va essayer de mettre en place. Mais il n'y a pas eu à une plus grande échelle, sur soit des centaines de milliers, soit des millions de personnes dans différents types de sports pour avoir en fait la réalité de ça. C'est ce qu'on va essayer de faire pour le coup. L'impact qu'on peut avoir sur les blessures, il vient principalement de la régularité, c'est comme ça qu'on va progresser. Et il vient surtout du fait de définir les restrictions de départ. Voilà, parce que en fait, c'est ça le point clé. Et dans ces études-là, très principalement, on n'a pas le point de départ des restrictions de ces personnes-là qui ont fait partie de l'étude. Et donc, si on prend 10 individus ou 20 individus qui bougent extrêmement bien au départ, la réduction de leurs blessures risque d'être faible. Si on prend 10 ou 20 individus qui, eux, ont un score de mobilité qui est au départ très bas, ou en tout cas problématique pour le sport qu'ils vont pratiquer, on risque d'avoir des données complètement différentes. Et aujourd'hui, on voit de manière aussi très empirique, que les professionnels et l'élite du sport, de tout sport, passent un temps fou à régler leur machine c'est eux, pour être sûr que tout est optimal et tout fonctionne et tout est bien huilé. Et ça semble plutôt logique aujourd'hui d'un point de vue, encore une fois, cinématique, biomécanique, que si vous n'êtes pas capable de réaliser un mouvement dans une amplitude qui va vous être donnée, le seul moyen pour votre corps de la réaliser, c'est la compensation. Et là qu'on parle de sport, de kinésithérapie ou de vie quotidienne, une compensation ne dure qu'un temps. Le terme compensation vient d'une raison, c'est qu'il n'est pas censé faire ça. Et donc du coup, la compensation mise sur des impacts trop répétés, trop violents, avec un corps non préparé. Le début de ta réponse, c'est quand même un point, moi, que là, je note, c'est quand même le côté individualisation qui est peut-être la base, c'est-à-dire de se dire que c'est pas le sport, même si, oui, c'est pas le sport qui fait le besoin de mobilité, c'est en fait la mobilité de l'individu croisée à son sport qui fait
Et c'est pour ça que, typiquement, si on reprend les chevilles, moi, dans le score, j'ai eu 100% quand je l'ai fait. Dans l'application, ce que j'ai le plus utilisé, c'est le flow personnalisé. C'est comme ça que ça s'appelle, flow personnalisé. J'ai presque pas eu d'exercice de cheville parce qu'en fait, comme tu l'as dit, je suis déjà à mon plus, imaginons 43%. Donc, ce qui compte, c'est de l'individualisation. Et effectivement, si je fais de la cheville alors que je n'ai pas besoin de cheville, il va pas se passer grand-chose. C'est ça. Et pour autant, tu as dû voir que si tu vas dans la section activation pour le trail, là, par contre, tu vas avoir des exos. Parce que c'est différent de travailler sur le gain d'amplitude de manière long terme, aller chercher de l'amplitude et préparer ton mollet à l'effort parce qu'on sait que tu vas partir courir. Et donc, en fait, c'est l'individuation, comme tu disais, à la fois de la personne, du sport et aussi après de l'équipement que la personne possède, etc., pour être sûr d'avoir quelque chose de très personnalisé. Et le but, c'est encore une fois, pas d'en faire une danseuse étoile, sauf si vous êtes danseuse étoile, parce qu'on ne cherche pas à avoir de l'ultra-mobilité. Tout ce qui vient dépasser en fait, vos besoins, on n'a pas besoin. Pour autant, tu as dû t'apercevoir que dans tes flows personnalisés, il y avait aussi du travail parfois de membres supérieurs, d'extension thoracique, voilà, parce que ça, c'est une vision plutôt holistique de la chose, mais on considère que il faut quand même être capable de bouger un minimum sur toutes les zones du corps pour avoir un corps fonctionnel. Parce qu'il faut être prêt à peu près tout. Alors, il y a quand même une certaine utilisation des membres supérieurs et du tronc dans le trail, bien évidemment. Pas dans des amplitudes maximales. Mais on considère que pour être le meilleur athlète possible, il faut quand même avoir une certaine homogénéité dans son résultat. On en reparlera de l'activation qui contenait quelque chose, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé... j'étais curieux et que j'ai trouvé assez intéressant à utiliser en fait en tant que sédentaire. Cette étape activation avant de peut-être partir courir. Il y a juste une chose que tu as dit et pourtant et qui me fait écho à ce que je pouvais trouver dans mon flow personnalisé. J'ai quand même eu des étirements passifs. C'est-à-dire que j'ai quand même eu des moments où j'étais passivement pendant 1 minute, pas sur de l'actif, mais à tenir une position, alors qu'avant, tu as dit que c'était peut-être pas le top d'être souple comme ça. Est-ce que c'est parce que la mobilité se construit forcément avec un peu de souplesse et que de toute façon, sinon, tu pourras jamais construire de la force si tu peux pas atteindre l'angle en passif? Alors, la réponse est oui. Donc déjà, c'est dans le flow personnalisé en question. Donc en fait, il y a un contexte. Donc, ce qu'on va donner à un athlète juste avant d'aller courir, s'entraîner, ce qu'on va lui donner juste après d'avoir couru ou de s'être entraîné, et ce qu'on va lui donner à distance de l'entraînement va complètement différer. On va en effet créer une base de souplesse pour pouvoir rajouter de la mobilité par-dessus. Il y a de super exos d'exercices d'étirement passif qu'il faut être capable de faire, à la fois parce qu'il y a un certain calme et donc un certain diminution, on va dire, du CNS qui va être très profitable là-dessus dans une optique sportive, mais aussi parce que oui, on va créer en fait une base pour être capable d'avoir des ischios plus souples ou ce genre d'exercice. Par contre, tu ne retrouveras pas d'exercice d'étirement passif juste avant d'aller faire en fait une activité. Et là, c'est important. On va en reparler ça dans 2 secondes, mais ok, très bien. C'est pour ça que dans mon flow personnalisé, donc tu as dit contexte, à distance, typiquement. C'est un moment où je dédie 10 minutes ou 15 minutes à ma mobilité. Là, je peux avoir de l'étirement passif et des choses qui étaient plus actives. Enfin, j'avais les deux dans mes exercices. Et d'ailleurs, si tu as du matériel d'automassage comme un rouleau, eh bien, on vient aussi intégrer ça dans ta routine. Exactement, ça je l'ai eu parce que j'ai rouleau et balle. Est-ce qu'il y a d'autres accessoires qui sont on peut avoir une bande élastique qui permet de rajouter quelques types d'exercices, surtout d'activation pour le coup. Et ensuite, on a aussi les pistolets de massage qui peuvent servir de remplacement, on va dire, au rouleau, même si l'action est quand même assez différente. Mentionner du coup quelques exercices en plus en moins, ça fait quoi comme... Je me rends pas compte, la banque d'exercices aujourd'hui de GoWOD, c'est quoi? C'est 350 exercices. Voilà. Et donc il y a 350 exercices plus leurs variations, parce que donc il y a des exercices qui sont trop durs à faire en fonction de son niveau actuel, et donc on a des versions adaptées de l'exercice, donc une version simplifiée de l'exercice qui permet à ceux qui sont pas capables de le faire. Le easy mode. Le easy mode. Le easy mode, exactement, que j'ai dû utiliser. Je te reparle dans un seul contexte, je te reparle dans 2 secondes. Juste si on zoome 2 secondes sur les trailers, les coureurs, les trailers coureurs, j'ai presque envie de dire un peu les cyclistes, quoique je suis pas certain que la flexion de hanche soit si prononcée. Je t'avoue que là de suite ça dépasse ma compétence. Coureur, trailer. Est-ce que selon toi, là, on a parlé hanche, cheville, est-ce que pour toi c'est ça les zones prioritaires Chaîne postérieure aussi.
Chaîne postérieure? Ouais, chez les coureurs. Alors, pour répondre à ta question, chez les cyclistes, la flexion de hanche est hyper importante pour le coup. Cheville, je pensais. Pardon. En fait, la flexion de cheville est aussi hyper importante puisqu'il y a une certaine modification du pédalage de nos jours où on vient chercher plus de flexion et à l'époque on venait un peu plus en mollet, maintenant le moins. Voilà. Donc pour être capable de générer de la force en position haute, quand la pédale est haute, il faut être capable d'avoir de la flexion de cheville pour le coup. Chez le trailer et chez le coureur à pied, il va y avoir donc 3 points de blocage majeurs qui va être 1, la cheville, 2, la hanche et 3, la chaîne postérieure qui est excessivement utilisée chez vous, particulièrement dans les montées. Et donc, une certaine raideur va vous aider de quelque sorte. Par contre, une trop grosse raideur va créer des problèmes principalement au niveau du dos qui va se multiplier avec les impacts bien évidemment et donc ce dont on a pu s'apercevoir c'est qu'en effet les statistiques chez les coureurs et chez les trailers au niveau des hanches et au niveau de la chaîne postérieure sont plutôt basses globalement. Alors du coup t'en parles, c'est le moment. Moi j'ai évalué ma mobilité, ça fait plusieurs semaines au moment où presque plusieurs mois, je pense, au moment où l'épisode sort que je l'utilise. Et j'ai fait un peu tout dans l'application. Déjà, j'ai eu mon score de mobilité. Vous en avez plein. J'ai eu un score de 72. C'est bien 72%. Qu'est-ce que ça représente par rapport à... c'est bien. Donc tu es dans la tranche des 34-45 ans. C'est ça, 34. Désolé, c'était dans la tranche. Pas de bol. Tu viens de démarrer la tranche, mais tu es dans cette tranche-là. Tu as 11 points de mémoire. Tu as 11 points de plus que l'average chez les hommes de ton âge. Ce qui est du coup très bien. Après, on prend le score global, mais ce qu'on aime regarder également, c'est l'homogénéité du score et surtout, est-ce qu'il y a vraiment un point excessivement faible. C'est-à-dire qu'il vaut mieux un 72 régulier qu'un 72 avec beaucoup de très haut et un excessivement bas. On va y venir. Du coup, tu disais le score moyen pour les coureurs, c'est quoi en général ? Pour les coureurs, de manière générale, il faut que je ressorte les datas si tu veux. Et qu'est-ce que c'est un mauvais score aussi ? C'est ça que je me dis, à quel moment je dois me dire, waouh, alerte ? Alors, un mauvais score, déjà, je dirais que c'est quelque chose qui est en dessous de la moyenne, de manière générale. Ça va dépendre du sport que vous faites. Si vous faites du MMA ou du jiu-jitsu brésilien, qui demande une mobilité folle pour le coup, un mauvais score, ça va être 72. Ça va être un mauvais score là, pour eux. Voilà. Et d'ailleurs, on voit qu'eux ont des scores très, très élevés. De manière générale, un mauvais score, je le définirais en dessous de 45. Ça commence à être vraiment limitant. Et comme je disais, avoir un axe qui est vraiment excessivement bas, qui se rapproche des zéros, donc imaginons les hanches, la chaîne postérieure ou les chevilles à zéro, là ça va être problématique. Comme je disais tout à l'heure, on arrive à les référencer en optimal, bon, passable. Là on va être dans le dangereux, c'est-à-dire que ça devient dangereux de pratiquer une activité qui nécessite cette amplitude-là et d'y mettre en plus de l'intensité. J'ai l'impression que tu es en train de parler de moi parce que du coup, j'ai retrouvé mon score. Je suis à environ 10% au niveau des hanches. Quelque chose ce à quoi je m'attendais pas du tout. J'ai 72, donc j'avais une très bonne mobilité de cheville, de chaîne postérieure, etc. Et pourtant, en mobilité de hanche, je suis extrêmement raide. Et c'est marrant parce qu'au moment où on enregistre, je suis en fin de blessure à la hanche. Du coup, à 10%, en fait, si je suis confronté à ça, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois prioriser absolument la mobilité des hanches parce que ça va me... Tu dois consacrer du temps à améliorer cela de la même manière que tu essaierais de trouver des solutions si tu n'arrivais pas à dormir. Ça deviendrait problématique pour ta performance et cognitivement pour ton métier. Tu essaierais de mettre en place ce qu'il faut pour plus dormir, pour mieux récupérer. Là, c'est la même chose. Alors, c'est assez sympa que tu le dises. Tu viens de sortir d'une blessure au niveau des hanches et en faisant ton test de mobilité, tu t'es aperçu que tu avais un problème de hanche. C'est ça qu'on aime avec le test, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a rendu complètement gratuit pour le coup. C'est parce qu'on voulait que, peu importe le truc de vous faites go-ahead après ou pas, mais déjà que on puisse mettre une raison sur ces blessures passées, ces sensations du moment, ou faire un état des lieux à l'instant T. Et donc, parfois, ça fait ouvrir les yeux sur je pensais vraiment que j'étais bon et finalement, je suis pas si bon que ça, ou mais je viens de comprendre pourquoi je me blessais. En fait, voilà, j'ai des mauvaises chevilles, j'ai une mauvaise hanche, j'ai le genou qui subit tout le temps. Je viens de comprendre la raison. Et c'était peut-être pas le surentraînement que j'avais en tête, c'était peut-être pas les mauvaises chaussures, c'était peut-être simplement ça. Ouais, ou un croisement de tout ça.
plus exactement, t'as un manque de mobilité aux hanches, plus t'augmentes ton volume, plus tu rajoutes quelque chose, et là, en fait, t'arrives à la zone qui pète, c'est celle où t'es fragile. C'est ça. Et puis, malheureusement, et je m'inclus le premier, mais on va souvent essayer d'aller chercher des solutions rapides qui nécessitent peu d'investissement personnel. Personnel, c'est du temps. Et donc, typiquement, une nouvelle paire de chaussures qui va nous amener un plus en pronation, ce genre de choses qui va, en essayant de corriger ce problème. Alors, ça peut être très bien, en effet, la cause du problème et la solution parfaite pour le problème en question. Mais potentiellement, c'est pas ça. Et du coup, on change les chaussures et puis en fait, ça va pas mieux. Et en fait, c'est ce travail-là de fond qu'il va falloir faire, qui est pénible, mais qui est nécessaire. Je reviens sur le test de mobilité que tu as dit qui est gratuit. Donc, n'importe qui télécharge l'application et il peut le faire. C'est vraiment la base pour commencer à faire quoi que ce soit de son avec GoWood. Comment il fonctionne? Est-ce que c'est des tests kiné habituels que vous faisiez au cabinet? C'est des tests de la littérature? C'est un croisement de tout ça? C'est un croisement de tout ça et c'est aussi on a une contrainte majeure qui est la répétabilité. Donc, il faut que ça soit un test qui soit capable d'être fait par tout le monde, facilement, avec peu de matériel, parce que si on commence à demander d'avoir des matériels dans un cabinet de kiné, par exemple, peu de personnes y ont accès. Il faut aussi que ce soit le plus objectif possible. On est en train de travailler sur autre chose là-dessus. Donc, en gros, il y a 10 tests qui vont tester le corps en partant des épaules vers le bas. Donc, on va tester les épaules dans les rotations. On va tester la flexion d'épaule, donc au-dessus de la tête. On va tester l'extension thoracique en position de squat, ce qu'on appelle le wall squat. On va tester la rotation du thorax. Donc, en fait, on bloque le bassin et on voit comment on peut tourner à droite et à gauche. Donc là, pour le coup, c'est pas du tout subjectif parce qu'on se sert du gyroscope du téléphone et qu'on vient poser contre sa poitrine et donc on mesure l'angle exact de rotation droite, exact de rotation gauche. Ensuite, on va tester les hanches, la chaîne postérieure et les chevilles. Le but, ce serait de compléter le plus possible ce test-là et surtout de le rendre le plus objectif possible. Aujourd'hui, la technologie est en train d'évoluer très vite et notre but, c'est d'être capable de poser le téléphone au sol et d'être capable d'avoir le téléphone qui nous filme et qui est capable d'avoir en fait un degré de précision extrêmement élevé. C'est pas le cas aujourd'hui parce qu'il y a une trop grande différence entre les modèles de téléphone. Donc aujourd'hui, il y a peu de téléphones qui sont capables d'avoir une précision inférieure, avec un degré d'erreur inférieur à 5 degrés. Donc aujourd'hui, vous allez vous mettre dans une position, prenez la chaîne postérieure, vous allez essayer de toucher le plus bas possible le sol, l'endroit sur lequel vous vous arrêtez, imaginons que c'est vous touchez à peine le sol avec vos doigts, vous allez mettre le cran ici et ça nous donnera votre amplitude de mouvement. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. J'ai oublié de te demander un peu plus tôt, dans le test et les scores, est-ce qu'il y a des différences sexuelles? Par exemple, les hommes devraient être à 70 et les femmes devraient être à 75 ou pas? Il y a des différences entre les hommes et les femmes. Il y a surtout des différences après dans ce qu'on va donner comme exercice. Parce que à problème égal, la réponse n'est pas la même. Voilà. Et typiquement, dans la contrainte d'activation ou de mobilité, donc chez les hommes, on va voir très souvent qu'un manque de mobilité va être dû particulièrement à une raideur. Donc, on va travailler beaucoup sur la souplesse et la mobilité pour ouvrir les articulations et pour gagner en amplitude. Chez les femmes, on va plutôt travailler sur de l'activation. En fait, elles sont capables passivement d'aller très très loin, mais elles n'arrivent pas à activer musculairement. Et donc, on va plutôt travailler sur ce sujet-là. Ce que dit Thibaut là sur les différences femmes-hommes dans l'approche, c'est intéressant. Pour résumer, chez les hommes, on travaille plutôt à ouvrir, à gagner en amplitude, et chez les femmes, on travaillerait plutôt à activer ce qu'on a déjà comme amplitude. Donc en fait, un même profil de manque de mobilité, en apparence, peut avoir besoin de réponses différentes pour progresser. Bon, mais avec tout ce qu'on a discuté en amont, je trouve qu'il y a un sujet central qui mérite d'être abordé maintenant et qui se trouve dans l'application GoWood. C'est la question du contenu de ce que l'application propose et des moments de pratique, qui est un peu le cœur quand même des questionnements que j'ai avancés au début de l'épisode. Concrètement, quand on ouvre l'application, après avoir fait notre testing, on remarque qu'il y a 3 grands contextes proposés. Il y a l'activation, qui est un type de séance à réaliser avant l'entraînement. Il y a la récupération, qui est un type de séance à réaliser après l'entraînement. Et il y a ce qui s'appelle le flow personnalisé, qui est une séance dédiée à la mobilité, ni avant ni après un autre entraînement. Il est plutôt indépendant. Donc 3 moments et 3 objectifs différents. Dans un premier temps, moi, je me suis interrogé sur l'activation.
En fait, pour vous réexpliquer le contexte, j'avais commencé par le flow quotidien, qui me semblait être le cœur de l'application, en me disant, j'ai un score de 10 en mobilité de hanche, c'est vraiment pas grand-chose, en plus je suis blessé aux hanches, il faut vraiment que je travaille cette mobilité. Un peu plus tard, j'avais testé la récupération, après un entraînement, et je me suis dit, ok, c'est cool. Et un jour, je l'avais presque mis un peu de côté, mais j'ai essayé l'activation avant d'aller courir. Et là, je vais pas vous dire que j'ai eu une révélation, mais pas loin. En fait, je me suis rendu compte que, en gros, d'habitude, je travaille à mon bureau toute la journée sur ordinateur, je me lève de ma chaise, je mets mes chaussures quand je décide d'aller m'entraîner et je pars courir. Et ça se passe exactement comme ça. Je pars courir directement. En 15 minutes, je suis passé de ma chaise à je suis en train de m'entraîner. Alors évidemment, en ayant fait une séance d'activation, j'ai senti une différence. Dès le début de mon entraînement, vulgairement, je me suis senti un peu moins rouillé. Et déjà, dans un premier temps, je me suis dit qu'en fait, j'étais peut-être un petit peu brutal en règle générale et qu'il fallait que j'améliore ça. Mais ensuite, je me suis un petit peu questionné quand même sur le contenu de ce moment de pratique, activation. Et je voudrais d'ores et déjà aborder quelque chose qui peut venir à l'esprit de certains d'entre vous. Parce que quand on parle de mobilité avant l'effort, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir en tête une littérature scientifique qui dit « Attention aux étirements avant de courir, c'est pas bon pour la perf ». Et c'est vrai, elle existe cette littérature. Par exemple, il y a la méta-analyse de référence sur le sujet de Simic et al. En 2013 qui regroupe 104 études et qui conclut de manière assez tranchée que les étirements statiques passifs avant un effort induisent une réduction significative de la force maximale, de la puissance, etc. Donc oui, les étirements passifs et prolongés avant l'effort, c'est pas une super idée si on cherche la performance. Mais on a aussi une littérature sur des choses plus actives, comme par exemple les étirements dynamiques. Et là, la littérature, elle propose quelque chose d'un peu différent. Si on prend par exemple la revue de Hoplert et Babolt, qui est parue en 2018, ils font bien la distinction entre les modalités passives et actives. Les auteurs y montrent qu'à l'inverse de l'étirement passif, le stretching qu'on appelle dynamique pourrait améliorer la performance, ou en tout cas ne pas la dégrader. Ils observent même des gains sur la puissance, par exemple sur le saut et le sprint, et les mécanismes proposés, ils sont multiples, avec par exemple l'élévation de la température musculaire, la potentiation post-activation, la répétition du schéma moteur, l'augmentation de l'activation neuromusculaire. Bref, on est sur quelque chose de bien différent de l'étirement passif. Donc en gros, la science, elle nous dit qu'il peut être possible de faire des mouvements spécifiques, par exemple d'étirement actif, qui, entre guillemets, activent le système avant un entraînement ou avant une performance. Alors, il n'y a pas que les étirements, évidemment, on va largement en parler, mais moi, c'est ça que je voulais demander à Thibaut. Comme il a évidemment participé à la conception de ces séances d'activation, je voulais qu'il nous explique un peu plus précisément quel est le but de ce format, comment il a été pensé par rapport à cette littérature que je viens de vous citer, par exemple, sur les étirements passifs et dynamiques de avant-effort, et en fait, qu'est-ce qu'on cherche concrètement quand on fait une activation avant d'aller courir? Alors le premier, c'est le but de l'activation, c'est de préparer le corps à l'effort. Donc c'est pas un échauffement. Alors, l'échauffement, on le sépare. Donc même faire monter son corps en température, ça on s'en occupe pas. Nous, on vient venir travailler sur les points clés biomécaniques du sport que tu vas pratiquer, en connaissant ton profil et tes limitations, pour savoir quoi te faire, pour être capable de t'amener à libérer les amplitudes de mouvement dont tu vas avoir besoin pour la course en question que tu vas faire. Par exemple, le but, ça va être pour du trail, si on prend 5 exercices, on va avoir un exercice pour la flexion de cheville, un exercice pour préparer le mollet, donc là, de manière avec de l'automassage. Typiquement, on va pas l'étirer, on va juste faire de l'automassage, ou alors on va faire de la contraction excentrique, on va le préparer en fait à accepter de l'excentrique. On va venir travailler sur les hanches, typiquement sur de la rotation, sur du fléchisseur de hanches et sur la chaîne postérieure. Voilà. Et on va essayer de grouper ça pour que tu sois prêt. La sensation que ça va te donner, principalement, c'est « Ah, mais je me sentais vachement bien dès le début. » Typiquement, je me sens bien dans ma course, je vais courir 10 minutes et je me sens « Ça y est, OK. » D'habitude, là, en fait, dès les premiers pas, je me sentais bien. Et ce qui est intéressant sur 2 points, c'est que tu dis je me lève de ma chaise et je pars. Et la dernière fois, dans un podcast, je faisais le calcul du nombre d'impacts que l'on est capable de prendre en 20 minutes de footing. Et en partant du principe que l'on fait 180 pas par minute, etc. Et en fait, ça faisait 3600 impacts en 20 minutes. Et si tu fais le corollaire avec de la corde à sauter, et je te dis, fais 3600 tours de corde à sauter à froid, tu vas me dire, maintenant, froid, c'est fou, quoi. Voilà, et puis surtout, je ne vais jamais tenir. Voilà. Et donc, en fait, c'est le même type d'impact. Donc, se préparer à l'effort, démarrer quelque chose, c'est très important.
pour revenir aux étirements passifs avant un effort, en effet, on sait que si on a le choix entre actif et passif, l'actif va avoir de bien meilleurs résultats. Les études qui donnent des réductions de performance, elles sont très souvent basées sur des sports qui sont explosifs. Donc un sprint, par exemple, un 100 mètres, un soulevé de terre, un squat. Et là-dessus, de tête, on peut avoir une diminution sur du stretch passif de plus d'une minute, je crois que c'est 5 jusqu'à 10% chez certains, de réduction de l'effort maximal. Donc, vous perdez 5% de vitesse sur un 100 mètres, vous perdez 5% de force sur un squat, en gros. Mais ça, c'était réservé vraiment à le sport explosif, avec vraiment quelque chose de très passif juste avant. Mais nous aussi, on y croit à ça. Et en tout cas, il y a tellement d'exercices actifs à proposer qu'on va essayer de vraiment aller sur de l'actif avant l'entraînement. En tout cas, j'ai pas eu de passif dans mes activations. Mais si c'était le cas, ce serait pour un besoin très particulier. Typiquement, je vais un peu plus loin, mais si au niveau du haut du corps, vous devriez mettre vos bras au-dessus de la tête pour soulever une charge, eh bien, avoir un étirement du pectoral passif, puisque le pectoral n'a pas de rôle de force sur la barre au-dessus de la tête, ce sont les deltoïdes qui te rappellent ça qui vont bosser, mais le pectoral, lui, il a juste un rôle de stabilisateur. Et en fait, le fait de l'avoir étiré passivement juste avant va vous libérer en amplitude et donc vous permettre de mettre les bras au-dessus de la tête. Ce qui, en fait, la perte de force de 5% pour un rôle stabilisateur va être largement compensée par la belle position que vous allez avoir en haut. Donc, à prendre avec des pincettes, mais voilà, c'était une petite aparté, mais en fait, actif. Ce qu'il faut retenir, c'est avant actif. Ok, donc retenez bien ce principe que vient d'énoncer Thibaut. Avant l'effort, on privilégie l'actif. Maintenant qu'on est clair sur la partie activation, passons à la suite. Parce que si avant l'effort, on est plutôt sur de l'actif, qu'est-ce qui se passe après? En fait, là, je veux qu'on parle du deuxième moment de pratique proposé par Go-Wode, la récupération. Et là encore, c'est un sujet sur lequel la littérature scientifique a des choses intéressantes à nous dire. Alors déjà, pour revenir là aussi sur ce qui se trouve un petit peu dans l'imaginaire collectif. On a souvent, pendant de longues années, associé récupération à étirement. Par exemple, on finit sa sortie et hop, on étire les mollets, les ischios, les quadris, on fait 30 secondes par muscle et on a l'impression d'avoir fait quelque chose de bien pour son corps. Et honnêtement, je vois vraiment très souvent des gens faire ça, mais je dirais au moins une fois par semaine. Sauf que, quand on regarde la science, cette pratique, elle tient pas la route. Par exemple, il y a une super méta-analyse sur le sujet. Alors, elle est un peu vieille, elle date de 2007, mais en fait, elle est super intéressante parce que c'est une revue Cochrane. C'est la revue Cochrane de Herbert et Noronha. Alors, les revues Cochrane, je le rappelle, c'est un peu le gold standard des revues systématiques. C'est ce qu'on a de plus rigoureux en synthèse de la littérature scientifique. Et bref, les auteurs, ils ont compilé 12 études randomisées, donc, dont une très grosse étude sur près de 2400 personnes. Et leur conclusion, elle est claire. Les étirements qui soient faits avant l'effort, après l'effort ou les deux ne produisent pas de réduction pertinente sur les courbatures, par exemple. Ça améliore pas la récupération. Pour vous donner un ordre de grandeur quand même, sur une échelle de douleur qui va de 0 à 100, l'effet moyen des étirements après l'effort, c'est une réduction de 1 point. 1 point sur 100. Donc en fait, c'est nul, on le sentira jamais. Et même dans la très grande étude qui est inclue dans cette revue de littérature, qui demandait aux participants de s'étirer avant et après chaque séance pendant 12 semaines, le bénéfice était de 4 points sur 100. Donc là encore, et je reprends les mots des auteurs, c'est très petit, voire insignifiant. Bon, mais si après l'effort, les étirements, ça marche pas, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour réduire les courbatures, pour mieux récupérer? Qu'est-ce que Go-Wode propose pour ce moment spécifique? On écoute Thibaut. Alors, ce que l'on préconise en récupération, c'est de ne pas s'étirer après un effort. C'est plutôt d'utiliser du matériel d'automassage, pour le coup. Donc, en fait, de venir faire de la mobilisation au niveau des tissus et des fascias. Ça, on commence à avoir des études qui commencent à montrer les bienfaits sur la réduction des courbatures, des DOMS, sur 24-72 heures. Alors, c'est encore faible, hein, les études sont assez encore aux prémices de nos jours, mais on y voit de manière aussi empirique quand même quelque chose d'assez sympa. Il faut éviter de s'étirer passivement après un effort si c'est quelque chose, parce qu'il y a encore du monde qui ressent un bienfait. Et alors là, c'est très personnel, mais si vous ressentez un bienfait, je dirais de
le faire uniquement après une séance sur laquelle vous avez mis peu d'intensité. Une séance où vous êtes vraiment donné, vous êtes vraiment allé chercher loin, je vous conseille d'éviter. Vous pouvez avoir peut-être une tendance à peut-être même vous faire un petit peu plus mal que prévu et donc privilégier les automassages. Si jamais vous voulez vraiment le faire, faites-le de manière extrêmement douce. Donc sur une échelle de 1 à 10, si 10 c'est intenable et vous avez le muscle qui a envie de s'arracher, 2. Voilà. Ce que dit Thibaut là sur l'automassage qui prend la place des étirements en récupération, c'est cohérent avec ce qu'on observe dans la littérature scientifique récente. Et je voulais juste vous prendre un moment pour vous donner 2-3 éléments là-dessus avant qu'on passe à la suite de mon échange. Déjà par exemple sur les rouleaux de massage, ce qu'on appelle les foam rolling. Il y a plusieurs méta-analyses récentes qui convergent. Moi, j'ai noté celle de Vielov et ses collègues en 2019, ou plus récemment Hendrix et al, ou encore De Hughes et Rammer, ou encore Martinez-Aranda et al en 2024. Bref, tous ces travaux convergent et ils pointent dans une même direction. Le foam rolling, les rouleaux de massage, après un effort intense par exemple, réduit un peu les courbatures et limite légèrement la baisse de performance sur les 24 à 72 heures qui suivent. Les effets, ils sont pas énormes, mais ils sont assez consistants d'une étude à l'autre. Et c'est ça qui compte le plus. Sur le massage manuel plus classique, c'est un peu pareil. Si par exemple, je prends les résultats de la méta-analyse de Dupuis et collaborateurs de 2018, qui est une des plus citées sur les techniques de récupération, elle identifie le massage comme une des stratégies efficaces pour réduire les courbatures et la sensation de fatigue après l'effort, avec des effets par contre petits, mais significatifs. Donc ça marche, c'est pas magique, mais ça fonctionne. Alors juste une petite précision importante quand même. Ce que ces études mesurent, en majorité, c'est la réduction des courbatures et de la sensation de fatigue ou de la sensation de douleur. Mais gardez en tête que ça, c'est qu'une façon de mesurer la récupération. C'est pas la seule façon, ça représente pas la récupération au sens large. Avoir moins mal aux jambes le lendemain, c'est pas forcément synonyme d'avoir mieux récupéré sur le plan physiologique ou sur un plan plus objectif. Par exemple, en termes de force, de performance ou de marqueurs internes. C'est peut-être juste une élimination de certaines tensions, mais sans par exemple une récupération objective réellement améliorée. Et ça, je suis pas le seul à le dire. Il y a plusieurs revues, par exemple celle de l'IAL en 2024, spécifiques aux athlètes d'endurance, qui pointent cette différence entre les marqueurs de récupération et qui montrent que le massage améliore peu la performance ou les marqueurs plus objectifs. Alors c'est un long débat. Qu'est-ce que c'est que la récupération ? Faudrait que je vous le traite à part entière dans un autre épisode, mais retenez juste cette nuance. Moins de courbatures, c'est déjà très bien. Ça peut aider à mieux dormir, donc à mieux récupérer. Ça peut aider à enchaîner les séances, donc c'est bien. Mais c'est pas forcément la preuve que votre corps a mieux récupéré au sens profond du terme. Bref, ce que propose GoWood en récupération, c'est clair. Et ça me semble aligné avec les preuves fiables dont on dispose aujourd'hui. C'est pas un outil magique, mais c'est un outil pertinent et à faible risque, contrairement aux étirements passifs intenses après l'effort qui, par exemple, eux, peuvent être risqués. Bon, mais il nous reste maintenant un dernier moment de pratique à discuter avec Thibaut, le flow personnalisé. Alors, je vous propose de revenir à mon échange avec lui pour l'entendre sur ce point. Et dernier contexte, celui que j'ai le plus utilisé, encore une fois à cause de ce petit warning, peut-être 10% sur la rotation des hanches, le flow quotidien. Donc, alors chacun, j'ai oublié de le dire, mais chacun, activation, récupération, flow quotidien, ils ont 3 durées possibles, si je dis pas de bêtises. Il y a les 3 minutes en activation et récupération, qui est le... J'ai oublié le nom, désolé. Ça s'appelle le MobiFlash. MobiFlash, exactement, c'était ça. Et il y a des versions un peu plus longues, et sur le flow quotidien, pareil, on a 3 durées qui sont un peu plus longues. Exactement, un peu plus long que activation et récupération. Comment il fonctionne, ce flow quotidien ? Alors, le flow quotidien, on a plusieurs protocoles que vous pouvez faire à la maison. On a le flow quotidien que tu mentionnes, sur lequel je vais revenir. On a des flows quotidiens qu'on est capable de vous générer en fonction de ce que vous demandez. Donc, c'est vous qui choisissez les fessiers, les ischios et les mollets. Aujourd'hui, je sens que j'ai vraiment besoin de bosser là-dessus, ou les hanches et les épaules. Et nous, on est capable de vous générer un protocole basé sur ce que vous avez demandé. Donc, c'est pas par rapport à votre test de mobilité. Là, c'est vous qui nous demandez quelque chose et on vous le crée. Et ensuite, on a aussi plein d'autres protocoles que l'on appelle, qui vont répondre à une problématique très spécifique. On a des protocoles de sommeil, par exemple, qui sont extrêmement utilisés, donc qui, eux, vont avoir un attrait à faire le soir avant d'aller dormir et qui vont vous amener et vraiment faire une diminution en fait, du CNS et essayer de vous faire dormir le plus possible. On en a pour le matin au réveil, on en a après une journée de voyage, après une journée de travail assis. Voilà, on en a plusieurs. Le flow personnalisé en question, lui, il prend en compte toutes les données qu'on a sur toi. Et il vient essayer de te donner le protocole le plus rentable possible à faire en fonction du sport que tu pratiques et des points faibles que tu as.
Et il t'amène en fait à progresser petit à petit. Et donc celui-ci, c'est un mélange d'exercices actifs, passifs et d'automassage. Parfois d'automassage à visée mobilité, donc il y en a qui sont un peu des hybrides entre les deux, sur des positions à tenir avec les bras sur un rouleau par exemple, où vous venez en fait activement essayer de descendre et toucher le torse au sol. Le but de celui-ci, c'est de travailler sur votre mobilité à long terme. Et donc là, on peut se permettre de faire du passif parce qu'on est loin de l'entraînement. Et on peut se permettre aussi d'avoir des sessions qui sont plus longues, 22 minutes. Même si, et je pense que c'est une de tes questions, mais la clé n'est pas de faire les séances les plus longues possibles, mais plutôt de privilégier la régularité. On l'a dit au début dans les études sur la mobilité qui ont montré des effets. Ce qui montrait le plus important, c'était que c'était modéré par la régularité. Et alors, tu le diras, avec vos données, vous devez le savoir, mais je pense qu'il vaut mieux quelqu'un qui fait 3 fois ou 2 fois 8 minutes, mais pendant des semaines et des semaines, plutôt que quelqu'un qui fait une fois 24 minutes par mois, au final, quoi. Alors nous, c'était une question qu'on se posait. Il y avait 2 questions qu'on se posait. La première, c'était est-ce qu'on progresse à tout âge? Et la deuxième, c'était quelle est la clé pour progresser le plus vite possible? À l'intérieur de celle-ci, on peut en poser une trentaine. Quel est le meilleur protocole? Quel est le pourcentage de actifs, passifs qu'on pourrait mettre, etc. Mais ça on y viendra. Aujourd'hui, le plus rentable, c'est de faire tous les jours, peu importe la durée. Donc, si vous faites 8 minutes par jour, c'est mieux que de faire 22 minutes 4 fois. Pourtant, en temps, vous n'y êtes pas du tout. Voilà. Donc, en fait, il faut vraiment privilégier la régularité. Et je crois que c'est le cas dans à peu près tout, dans tous les domaines. Mais ça a été prouvé et on voit vraiment une sacrée différence entre les personnes qui se mobilisent 7 jours, 6 jours, 5 jours. Récemment, on a sorti des stats et les personnes qui se mobilisaient tous les jours, ils avaient une progression sur les 2 premiers mois d'utilisation de l'app. Je crois que c'est 18%. 18% de progression en 2 mois s'ils utilisent tous les jours. Voilà. Et en fait, ça chute dès qu'on diminue 1 jour, 2 jours, 3 jours par semaine. Et voilà. Et on sait qu'il y en a qui adorent dire moi le jeudi je prends vachement de temps, je me fais une grosse séance d'1h30. Super, ça leur fait du bien, mais il faudrait mieux l'étaler sur la semaine. Parfois, c'est souvent vu aussi comme la séance presque récup, quoi. Ah, aujourd'hui, j'étais off, du coup, j'ai fait ma mobilité. Alors qu'en fait, très bien, si les autres jours, il y en a aussi. Ouais. Bah, en fait, c'est peut-être mieux que 0, mais sûrement. C'est peut-être mieux que 0. Ça rejoint ce qu'on discute, une question que je me posais, parce que j'ai pas encore pu refaire, c'est pas que j'ai pas pu, c'est que je l'ai pas refait, mon test de mobilité. J'avais trop peur de voir que j'étais juste à 12%. En gros, si on veut gagner en mobilité, est-ce que c'est le format qu'il faut privilégier? Mais je crois que ta réponse est oui. Et si oui, combien de fois par semaine? Pendant combien de temps? Ah, tu parles du flow? Ouais. Alors, non. Eh bien, je prendrais un peu le contre-pied de ça. Je dirais de faire une activation obligatoire avant chaque entraînement. Et les jours où vous ne vous entraînez pas, je pars du principe que vous entraînez 4 fois par semaine, ok, ce qui est sûrement pas ton cas. À peu près. Ouais. Bon, allez. Donc, 4 fois par semaine. Vous faites 4 activations par semaine avant d'aller vous entraîner. Et les 3 autres jours, vous faites obligatoirement un flow personnalisé. Ça risque d'être la recette la plus pertinente. Le mieux, ce serait un flow personnalisé court, c'est pas grave, tous les jours, mais par contre, une activation avant chaque run. Parce qu'on va avoir l'aspect sur la prévention des blessures qui va être accentué. Et on va avoir aussi un meilleur transfert de la force et de l'énergie. Et surtout, on va débloquer des amplitudes articulaires auxquelles vous n'aviez pas accès si vous ne l'avez pas fait. Mais en plus, du coup, vous allez courir sur ces nouvelles amplitudes que vous venez de débloquer. Et donc, vous allez les potentialiser. Voilà, et ça, c'est important. C'est pour ça que l'activation, et d'ailleurs, tous nos athlètes pros, on a, je crois, 55 qui bossent avec nous. Tous les athlètes pros, s'il y a un truc qui manque jamais, c'est l'activation. De temps en temps, ils ratent un flow personnalisé et sur autre chose, mais par contre, ils sont tous, du coup, plusieurs fois par jour, parce qu'ils s'entraînent plusieurs fois par jour, ils font tous les activations. Alors, du coup, je devrais le faire beaucoup plus, mais pour la petite anecdote également, puisqu'on est dans la kiné et la blessure, l'an dernier, sur une blessure que j'avais l'an dernier, ma kiné m'avait fait faire de l'activation moyen fessier avec bande élastique. Elle m'avait dit ça le plus souvent possible avant tes runs, quoi. Donc, ça rejoint ce que tu dis. Et du coup, à partir de combien de quelle durée je peux espérer avoir gagné sur ce point-là? C'est quoi? C'est une histoire de 4 semaines, 8 semaines? En quelques jours, vous sentez les bienfaits, vous les sentez sur vous-même. Il n'y a pas encore la résultante et un score dessus.
Au bout d'un mois, vous commencez déjà à avoir les résultats notables qui vont se voir sur le test. Au bout de 2, on sent vraiment la différence. Donc, on voyait jusqu'à 18% de progression en 2 mois. Sur 6 mois, c'est là qu'on fait vraiment le travail de fond. Il y a un certain temps de demi-vie du collagène aussi qui se met en place et des adaptations que vous allez mettre en place. Donc, rapidement, on voit vraiment quelque chose, mais plus on attend et plus on le fait régulièrement et plus on le voit. Jusqu'à bien évidemment un certain plateau, quand on est à 95% et qu'on est vraiment très très haut, pour ceux qui ont ces scores-là, voilà, à venir grappiller les derniers degrés, là ça devient plus compliqué. Et ce qui veut dire que là, typiquement, mon flow personnalisé, il est focus sur mes limitations à moi, mais quand je vais refaire les tests, le flow personnalisé va changer parce que, par exemple, j'aurais compensé. Imaginons que j'arrive à bien compenser ce point-là. Oui, imaginons que d'un coup, finalement, ça devient ta chaîne poste qui devient problématique chez toi parce que tes hanches sont vachement... ou pas du tout, ou du coup, maintenant, tu es vachement équilibré. Du coup, on va avoir un travail beaucoup plus équilibré pour toi. Voilà, et on va en fait réadapter au fur et à mesure en fonction de tes nouvelles performances. J'avais une dernière question là-dessus avant de parler un petit peu peut-être de votre futur, de ce que vous allez faire. C'était, est-ce que selon toi, il y a quand même une situation où le travail de mobilité, c'est pas pertinent, pas productif? Est-ce que c'est par exemple chez un athlète qui est déjà très mobile, un athlète qui est blessé, peut-être qu'il doit faire gaffe? Qu'est-ce que tu en penses? Un athlète qui est extrêmement mobile, alors déjà c'est assez rare comme cas, mais un athlète qui est extrêmement mobile, il va avoir des besoins beaucoup plus faibles. Naturellement, il va avoir besoin de passer beaucoup moins de temps. Est-ce qu'il doit quand même pas s'activer? La réponse est non. Du coup, il va quand même devoir faire des activations parce qu'il faut quand même que son corps soit prêt à encaisser ce qu'il va encaisser. Et ensuite, si jamais il y a vraiment une pathologie déclarée, là, il faut savoir que on est kiné, ostéo, etc. Quand n'importe lequel de mes proches m'appelle au téléphone en me disant « écoute, j'ai ça », je lui réponds « faut que je te vois ». Parce que c'est pas possible. La même pathologie chez 2 personnes est complètement différente. Donc, il faut avoir un traitement. Là, on n'est pas dans du préventif. Nous, on fait de la mobilité préventive, du travail préventif. On ne fait pas de la rééducation. Et là, on a besoin de rééducation. Donc, quand il y a une vraie pathologie et une blessure, le but, ça va être de travailler avec un professionnel de santé, de consulter, et derrière, de remettre en place le travail de mobilité. Alors, avec le professionnel de santé en question, avec nous, peu importe, mais... et pour ensuite venir faire du travail de fond préventif pour ne plus que cette blessure revienne et noter un peu les petites alertes. Donc en tout cas, l'application ne remplace pas la kinésithérapie. Oui, alors, c'est notre passion et c'est notre métier de départ et on est très copains avec les kinés, on travaille avec eux. Donc... Ça a été quoi? Moi, je me demandais sur l'application, tu en as quand même parlé plein de fois là, pendant l'échange, qu'il y avait des perspectives, qu'il y avait des choses qui allaient venir. Tu m'avais parlé une fois quand on avait discuté d'une base de données de plus d'1,7 million de sportifs, ce qui est assez énorme. Vers quoi vous vous destinez avec GoWOD? C'est quoi vos souhaits de développement là? Le but, c'est d'aller chercher un degré de personnalisation qui est de plus en plus poussé. Donc, le but, c'est de s'intégrer potentiellement avec des plateformes d'entraînement qui vont nous donner, pour lesquelles on pourra récupérer de la donnée sur votre entraînement. Donc, typiquement, je prends un trailer, mais le volume, le dénivelé que vous avez fait, être capable du coup d'adapter à ce dénivelé-là ou à l'entraînement que vous avez prévu demain dans votre séance, et le travail que nous, on vous donne la veille. Voilà. Donc, tout ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on ne peut pas encore faire et qu'on souhaite faire. Et puis derrière, c'est être capable de faire avancer ce domaine qui est la mobilité de manière générale, parce que comme on disait tout à l'heure, dans ces études-là, elles sont limitées à des cas très spécifiques. Et aujourd'hui, que ce soit pour nous-mêmes, pour avoir les protocoles les plus pertinents qui existent, donc en utilisation vraiment interne ou externe, c'est-à-dire aussi le partager au monde en disant, en fait, vous savez, ce qu'on disait sur les étirements actifs, en fait, ce qui fonctionne, c'est le mix actif-passif, mais en fait, que actif, ça marche pas non plus. Voilà. Aujourd'hui, on en est encore là, on essaye, et le but, c'est d'avoir une base de données qui nous permette d'identifier tous les protocoles qu'on est capable de donner, comment les personnes les ont faites, à quelle régularité, et de voir lesquels sont le plus pertinents et sur quel sport, parce que je suis sûr que ce qu'on va trouver chez le sportif d'endurance va être différent chez le sportif d'explosivité, haltérophile ou sprinter, qui va être différent, je sais pas, du golfeur. Ok, ça c'est vos perspectives. Et là, si je fais un petit point historique dans vos développements passés, est-ce qu'il y a un truc énorme qui a marqué le développement de GoWOD où vous vous êtes dit ah ouais, là l'application elle vient de faire un énorme pas en avant? La dernière version de l'app qui contient du coup à la fois
les 50 sports en question, mais à la fois aussi maintenant l'analyse par sport. Comme on disait tout à l'heure, le fait d'avoir étudié biomécaniquement chacun des sports, être capable d'avoir vu les limitations de chaque sport, les potentiels de risque de chaque sport, ça a été professionnellement hyper enrichissant. Et puis derrière, on s'est dit, mais là, il n'y a plus de limite. C'est-à-dire que déjà, on peut prendre encore d'autres sports nouveaux, mais maintenant, on peut pousser le curseur encore plus loin sur tous ces sports-là. Et donc ça a été vraiment un truc qui, pour nous, a été... on s'est fait la main au début avec, on va dire, le sport du CrossFit. Et puis maintenant, en fait, on a passé vraiment un cap là-dessus, en sachant que notre point de départ, c'était de dire, on sort pas la nouvelle app si on n'a pas le même niveau de précision que ce qu'on avait que sur un sport. C'était ça le point de départ. Et d'ailleurs, quand on l'a expliqué ça à l'équipe, tout le monde était comme ça, en disant « Oui, ça me paraît compliqué, mais en fait, en 1 an et demi de travail, on y arrive. » Mais donc, du coup, le futur là, de GoWeight d'ici quelques années, ça va peut-être être d'être encore plus individualisé, personnalisé par rapport au sport que tu pratiques et par rapport à tes limitations grâce à l'énorme base de données que vous avez qui va petit à petit vous amener des réponses. En termes de progrès, vous avez vu que tel exercice que la personne a fait X fois, ça marche mieux que... Et exactement, ça va être à la fois ce mélange-là de dire, on sait grâce à ce qu'on a déjà donné, ce qui fonctionne pas, et en permanence être capable de réitérer sur nos protocoles en réaffinant petit à petit. Et puis derrière, c'est être capable de récupérer de la donnée sur l'entraînement, le vrai entraînement, et voir comment elle se corrèle à la performance. Et derrière, ça me fait penser à autre chose, mais être capable aussi du coup de définir des statistiques en disant, on voit que une personne qui a 7 VO2, cette capacité d'entraînement, une dépense énergétique telle qu'elle, et qui a ce score de mobilité dans ces zones-là, elle est capable d'enchaîner en fait une saison sans blessure, contrairement à cette personne-là qui a un déficit de hanche et qui du coup, elle se blesse, voilà. Et Oui, parce que pour l'instant, c'est un peu le seul point qui presque manquerait, c'est est-ce que vous avez été blessé? Et si tu rajoutes ça dans votre base de données... C'est ça, mais on a beaucoup de gens qui viennent à la fois... Enfin, on a, je dirais, la moitié qui vient pour de la prévention de blessures, mais on a énormément qui viennent pour de l'amélioration de performance, vraiment ça, en disant mais en fait je viens chercher les pourcentages que je peux plus aller chercher ailleurs, ma nutrition on point, sommeil on point, mon entraînement je m'entraîne, voilà, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et donc ils viennent chercher ça. Et il y a un truc qui me fait rigoler, mais cette année je suis allé à l'Ironman de Nice pour les championnats du monde, et il y avait donc Christian Blumenfeld qui était là. Et en fait, il a fait son... Donc du coup, je suis allé l'espionner sur la base de données, mais qui a fait à 5h du mat', parce qu'ils partent super tôt le matin, qui a fait à 5h du mat' son protocole d'activation pour le triathlon. Et je me suis dit, mais en fait, quand c'est ancré dans ta routine, tu vois, il faut le faire jusqu'au bout. Et en fait, voilà, ça en fait partie. Pour l'anecdote, j'ai fait mon activation sur un parking à 23h30, et le départ c'était à minuit, et je suis allé à un endroit, j'ai fait mon activation que ma kiné m'avait dit de faire, et voilà. Et après, je partais sur mon échappée belle, exactement. Et voilà. Pour finir, une dernière question. Si tu devais donner un conseil, toi, aux trailers, coureurs et tout qui nous écoutent et qui devraient se dire, en fait, ok, c'est important, ou ok, je dois faire ça, c'est quoi, toi, que tu aimerais transmettre comme message? Le message, c'est apprenez sur vous-même. Donc, on parle pas que de mobilité, là, pour le coup, mais c'est plutôt que de subir quelque chose, essayer d'aller chercher en fait la raison de pourquoi cette chose-là est arrivée. Si c'est des blessures, essayez de comprendre votre corps, essayez de voir où est-ce qu'il y a des points bloquants. Et voilà, ce serait, je dirais, peu importe le domaine, que ce soit dans le trail ou autre, mais essayez en fait de comprendre la cause du départ. Merci beaucoup, Thibaut, pour toutes tes réponses. C'était très cool de t'écouter. Merci. Voilà, c'est tout pour mon échange sur la mobilité avec Thibaut Salinet, kiné du sport et cofondateur de l'application GoWeight. Tout d'abord, je le remercie sincèrement pour son temps, sa confiance et son expertise. Moi, à travers cet échange avec lui, j'ai eu le sentiment d'écouter quelqu'un qui se pose de vraies questions de fond sur la mobilité des athlètes, dont ceux d'endurance, et sur la façon de la travailler, de l'améliorer, mais aussi d'articuler ce travail intelligemment avec les entraînements principaux, en venant greffer des moments dédiés à la mobilité autour des séances principales, ou en proposant des entraînements spécifiquement dédiés à ce paramètre. On espère que cet échange vous a plu et vous a appris des choses sur ce qu'est la mobilité, son utilité et ce qu'il faut faire ou ne pas faire quand on veut travailler cette dernière. En description, vous trouverez un lien vers l'application GoWeight si vous souhaitez la découvrir
et l'utiliser, et un lien vers un document avec toutes les références scientifiques que j'ai citées durant cette interview. Je vous invite également à vous abonner à nos Instagram respectifs, les liens sont en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, en commentaire par exemple, ou en nous écrivant à nos adresses mail, on se fera un plaisir de vous répondre. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.